militaire maintenant. Il y a un enjeu décisif qui est l'appartenance ou la non-appartenance à l'OTAN. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu décisif? Parce que ça représente un enjeu à la fois en termes militaires mais aussi en termes politiques. L'Alliance atlantique n'est qu'un des instruments de la politique américaine, d'ailleurs assez peu considéré du point de vue de Washington, qui affectionne plutôt les coalitions sur mesure, les coalitions ad hoc constituées pour une opération. L'un des principaux rôles de nuisance, une des principales nuisances de l'OTAN, c'est son caractère qui est insuffisamment souligné dans le grand public, c'est son caractère normatif en termes de doctrine, en termes de procédures opérationnelles, en termes de chaîne de commandement. Ces normes ne sont d'ailleurs même pas les normes américaines partagées. Les normes OTAN sont les normes que les États-Unis imposent au reste de leurs alliés, mais dont eux se soustraient justement pour garder leur liberté et leur identité militaire. En d'autres termes, comme la dette américaine, l'OTAN est un produit d'exportation. Alors, il y a des conséquences très graves, d'une ampleur gravissime pour notre pays. Le dernier livre blanc dont je parlais tout à l'heure, qui se focalise sur le danger du terrorisme djihadiste, et lui ne parle pas du tout de la menace de l'OTAN, au contraire, puisqu'il saute à pied dedans. Le dernier livre blanc stipule que nos armées n'ont pas vocation à s'engager dans un conflit autrement qu'au sein d'une coalition, laquelle ne peut être qu'euro-américaine dans l'esprit des rédacteurs. C'est donc une perte de liberté stratégique phénoménale. Nous sommes devenus un pays satellite, un pays, la France, de Clémenceau, de Napoléon, de Charles de Gaulle, est devenue un pays satellite d'un empire euro-atlantique. Et cette perte de liberté stratégique, elle est souvent justifiée par la diminution des moyens nationaux. On dit « Oh, vous comprenez, les guerres, c'est tellement cher, c'est tellement ci, c'est tellement ça ». Mais c'est le serpent qui se mord la queue, ou c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, puisque justement, ces moyens pâtissent de notre engagement dans une coalition qui nous force à adopter des standards qui ne sont pas les nôtres. Rétablir la mission universelle de la France et être le porte-parole de l'émancipation des peuples et de la liberté du monde, ça n'est donc pas seulement le volet diplomatique dont je parlais à l'instant avec notre siège permanent au Conseil de sécurité, la volonté de redynamiser l'ONU, la volonté de lutter contre le double standard, mais c'est également de retirer immédiatement la France de l'OTAN et pas seulement de son commandement militaire intégré, structure militaire ayant perdu toute légitimité depuis la fin de la guerre froide. Alors, que l'on ne vienne pas me dire que c'est une absurdité ou que c'est quelque chose d'insensé, le plus grand chef d'État français du XXe siècle, De Gaulle, l'avait lui-même annoncé à Perfit le 28 octobre 1964, puis le 22 septembre 1965. Je vous renvoie au livre « C'était De Gaulle ». La suprématie américaine est un énorme danger mondial. Nous sommes seuls à faire front, les autres sont trop trouillards. Je pourrais dire la même chose pour la compétition à l'élection présidentielle, puisque, sauf erreur, la suprématie américaine est un énorme danger mondial et que pour l'élection présidentielle, eh bien, je pense que je serai le seul à faire front et que les autres, tous les autres, y compris ceux qui font des voyages récents aux États-Unis d'Amérique, eh bien, tous les autres sont des trouillards. Et De Gaulle précisait « L'Alliance atlantique cessera d'exister le jour où les pays de l'Est deviendront pareils aux autres ». De fait, à partir du moment où l'Alliance atlantique était motivée par le pacte de Varsovie, eh bien, depuis qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus de raison qu'il y ait l'Alliance atlantique. Et comme je le dis souvent, et c'est un peu triste et cruel de ma part de le dire, l'Afghanistan ne se trouve pas au bord de l'océan Atlantique. Le deuxième point, c'est de désengager nos armées des guerres de la gouvernance mondiale, notamment en rappelant immédiatement les troupes françaises engagées en Afghanistan, en Libye ou ailleurs. Et d'ailleurs, nous ferons là aussi des économies, figurez-vous. Que l'on ne vienne pas me dire que nous voulons dépenser de l'argent de façon extraordinaire. Au contraire, je ne vous propose que des économies. Pas que des économies, je vous ai proposé aussi des dépenses en matière d'éducation, en matière de logement,
en matière d'agriculture, en matière sociale, je vous ai proposé des dépenses, mais je vous ai proposé des économies drastiques sur la sortie de l'OTAN, sur les guerres qui nous coûtent d'ailleurs un argent considérable, ou bien sur la sortie de l'Union européenne qui nous rapportera au minimum 7 milliards d'euros. Mais la campagne présidentielle va durer plusieurs mois, et je pense être invité sur TF1 où je pourrais expliquer les gains que nous allons faire en sortant de l'Union européenne en matière financière. Je rappelle quand même que ces conflits en Afghanistan ou en Libye sont des conflits évidemment extrêmement meurtriers, mais et engagés vraiment pour des raisons dont l'histoire montre très rapidement en fait que c'était sur de fausses informations, mais présentent un bilan désastreux pour notre pays. Même d'éventuels succès sur le terrain ne permettent en aucun cas d'obtenir un succès stratégique. C'est quoi un succès stratégique ? Eh bien, c'est un succès qui est producteur de sécurité. C'est un succès qui règle la question. Et c'est quoi un succès qui règle la question ? C'est un succès lorsque les populations sont d'accord avec l'opération menée. Voilà. Et si les Américains, les Anglo-Saxons, plus tous les Européens qui les ont suivis en Irak, se tairent derrière des compounds en Irak, etc., si le pays est à feu et à sang 8 ans après l'intervention, eh bien ça veut bien dire qu'il y a un gros problème qui se passe en Afghanistan comme en Irak. En fait, ce problème découle du fait que ce sont des guerres qui sont délibérément d'origine illégitime et perçues comme illégitimes par les populations locales. J'ajoute que ces opérations accaparent une part considérable de nos moyens militaires en termes d'effectifs, de budget et de matériel, et de façon plus perverse également, qu'elles bornent l'horizon de notre réflexion stratégique. Elles nous empêchent de voir quelles sont les principales menaces contre la France. J'en parlais tout à l'heure sur le livre blanc qui a été publié il y a quelques années sous la houlette de M. Sarkozy, où l'on met en première page du résumé, on parle du terrorisme djihadiste. Encore une fois, je ne dis pas, bien entendu, qu'il n'y a pas du terrorisme djihadiste. C'est vrai que ça peut exister, mais enfin, il se trouve qu'en France, on n'en a pas eu. Et puis surtout, il se trouve que tout ceci ne s'engage que trop dans la politique souhaitée par les néoconservateurs américains, les think tanks américains, et donc nous fait manquer ce qui est la chose la plus importante, c'est tout simplement que la France a été entièrement domestiquée par les États-Unis d'Amérique. C'est ça, moi, qu'il faudrait mettre en numéro 1 dans le livre blanc de la défense nationale. En matière militaire, parce que ce sont des choses sérieuses, vous savez que le président de la République est chef des armées. Donc le président de la République, c'est quelqu'un qui doit savoir de quoi il parle. Il faudra que nous rappelions le caractère nécessaire et suffisant de la dissuasion nucléaire. Pourquoi nécessaire ? Parce qu'il faut le réaffirmer face au discours de désarmement nucléaire. Peut-être que certains ne seront pas d'accord. Eh bien, tant pis. Ils ne seront pas d'accord, mais moi, je suis d'accord avec cette idée. Et donc, je m'en porterai garant. Nous devons réaffirmer ça face aux discours de désarmement nucléaire qui sont portés par les États-Unis pour les autres. Les États-Unis ne veulent pas que les autres pays aient d'armes nucléaires, bien entendu. Mais pour eux, ça c'est autre chose. Et c'est justement ce qui fait que, d'ailleurs, l'arme nucléaire, contrairement à ce que l'on a dit souvent, l'arme nucléaire a plutôt vitrifié les situations. Et on n'a pas eu de conflit nucléaire, justement parce que c'est tellement calamiteux un déclenchement d'un conflit nucléaire qu'en réalité, ça a plutôt eu tendance à stabiliser la situation. Je me rappelle, par exemple, la réaction de De Gaulle disant à Perfit en 1963, apprenant que la République populaire de Chine venait de faire exploser sa première bombe nucléaire, De Gaulle disant « Ah, voilà une très bonne nouvelle, c'est parfait comme ça ». Eh oui, c'est pas que De Gaulle était communiste ou maoïste, c'est simplement qu'il savait que ça permettrait un meilleur équilibre des pouvoirs et éviter ce danger suprême qui est la domination d'une seule hyperpuissance dans le monde. Tout est à faire. Il ne faut pas voir le monde tel qu'il devrait être, il faut voir le monde tel qu'il est. Il faut avoir une vision réaliste de la situation et des rapports de force. Donc la France dispose d'un arsenal nucléaire, c'est ce qui lui permet d'être une grande puissance, c'est ce qui devrait lui permettre de dire zut à Washington quand il le faut. Et pourquoi c'est suffisant ? Parce que ça permet de nous opposer au bouclier antimissile américain. Puisque vous savez qu'actuellement les États-Unis sont en train de déployer un bouclier antimissile, ils sont en train de le déployer en Pologne ou dans les Pays-Bas, je ne sais pas quoi, pour viser l'Iran. C'est quand même assez extraordinaire. C'est comme s'ils le déployaient, je ne sais pas moi, au Portugal pour viser le Costa Rica.
De qui se moque-t-on? Les Russes ont très bien compris que derrière l'Iran, ou devant l'Iran, ils sont quand même aux premières loges. Et donc ça ne peut faire que renforcer l'isolement et la méfiance de la Russie, conduire à une nouvelle guerre froide et diviser le continent pour un résultat pas tellement nul, mais plus que nul. Et pourquoi les Américains font-ils ça? C'est toujours la même histoire. C'est toujours l'histoire du choc des civilisations. Vous vous rappelez peut-être de cette carte de Samuel Huntington, eh bien, pour les Américains, il y a l'empire euro-atlantique, il dit pas ça comme ça, il dit la civilisation judéo-chrétienne, dans laquelle il met les États-Unis, le Canada et puis toute l'Europe, et puis ça s'arrête aux marges de la Russie, ça c'est la civilisation orthodoxe. Voilà. Et donc en réalité, il s'agit d'avoir, si on met des missiles là, c'est évidemment pour narguer les Russes. J'aime bien aussi cette phrase de De Gaulle qui rappelait que tout au long de l'histoire de France, lorsque la France avait été l'amie de la Russie, ça avait été très souvent des jours glorieux pour la France. Or, lorsque la France est l'ennemi de la Russie, eh bien, ce sont rarement des jours glorieux pour la France. Ça mérite d'humilité.